Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Regard sur le numérique. Nous allons parler aujourd'hui de sport, sauf que celui-ci se pratique assis et consiste à jouer derrière un écran d'ordinateur. Il s'agit du e-sport. Considéré il y a encore quelques années comme une simple pratique de jeux vidéo, le e-sport remplit les stades et les e-sportifs sont de vrais athlètes. Mais il n'y a pas de secret. Comme les sportifs de haut niveau, pour performer, il faut pratiquer, maîtrise du corps, du temps et du jeu. Comment fonctionne le e-sport et comment s'entraînent ces nouveaux joueurs? Grâce à notre invité, vous saurez tout sur cette discipline et sur ces athlètes derrière les manettes. Rémi Chanson, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président d'Armateam, c'est une société qui organise des événements sur l'e-sport. Et vous êtes également délégué territorial de l'antenne Île-de-France pour France e-sport, donc une association qui a pour but de développer, promouvoir et encadrer la pratique des sports électroniques. Vous êtes vous-même joueur, on en parlera dans quelques instants. Alors tout d'abord un petit peu d'histoire avant. C'est vrai que l'e-sport, c'est une activité de jeux vidéo, comme je le disais en introduction, qui aujourd'hui se pratique comme du sport réellement. Alors quand et comment est-ce que ça a débuté réellement? Alors l'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Donc d'abord, il a fallu créer des jeux vidéo. On va dire que le premier jeu vidéo, il a été créé en 1962 et les premiers tournois sont apparus en 1980. On était vraiment sur des petits tournois de loisirs. Il y a eu une vraie accélération vers la fin des années 90 avec le développement des ordinateurs et le début un petit peu d'Internet. Et là, de fil en aiguille, on a eu des grosses compétitions dans les années 2000, puis en Corée du Sud où c'est devenu carrément une activité professionnelle. Et c'est vrai qu'en Europe, entre les années 2000 et aujourd'hui, les compétitions sont devenues de plus en plus importantes. Donc si on doit résumer un petit peu, l'e-sport a commencé, on va dire, c'est vraiment fin des années 90. Alors justement, donc d'ici, depuis 10, 20 ans que ça commence, jusqu'à l'évolution d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu justement comme évolution sur l'e-sport? Alors qu'est-ce qu'on peut noter? L'e-sport s'est bien développé avec l'essor d'Internet, le fait d'avoir en France par exemple l'ADSL qui a permis d'avoir des forfaits illimités, on va dire. Ça a pu permettre à un certain nombre de personnes de participer à des parties sur Internet et puis de fil en aiguille de se retrouver dans des événements physiques, des compétitions, souvent organisées par des cybercafés au début, puis après des événements dans des gymnases, donc des petits événements qui ont grossi un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un petit peu ça le début et la genèse de la compétition e-sportive en France. Alors ça a continué d'évoluer, mais il y a eu une crise en 2008 qui a touché un petit peu tous les budgets marketing, dont beaucoup d'activités, dont l'e-sport. Donc il y a eu une petite baisse entre 2008 et 2011 à peu près. Et puis ça a repris, et c'est vrai que depuis 2011, il y a une espèce de croissance continue. Vous pouvez jouer aussi bien en petits groupes que d'un seul coup, ça a explosé de manière beaucoup plus large, on va dire. Alors en fait, le nombre de joueurs a fait qu'augmenter à travers les années, que ce soit en termes juste de nombre, mais aussi de type de public. Avant, on était sur un public très masculin, étudiant, parce qu'il fallait avoir un ordinateur, il fallait savoir se débrouiller avec l'anglais, il fallait savoir aller sur Internet. Donc on était sur un public très étudiantin, qui avait entre 19 et 23, 24 ans. Donc ça, c'est un peu l'e-sport de la fin des années 90. Et puis plus ça a avancé, il y a eu déjà l'émergence du numérique en sens global. Internet est devenu beaucoup plus accessible, les ordinateurs aussi. Puis après les consoles de salon, où il y a commencé à y avoir pas mal de compétitions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'e-sport, on est entre 12 et 30 ans. Là où il y a une quinzaine d'années, on était entre 20 et 24. Donc c'est vrai que oui, ça se développe. Mais voilà, ça existe depuis un petit moment, on n'est pas du tout dans un phénomène de mode et tout. C'est juste que c'est devenu tellement important que maintenant les médias traditionnels en parlent et donc pas mal de gens le découvrent depuis 3-4 ans. Mais par exemple, moi ça fait presque 25 ans que je fais de l'e-sport et il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de tournois. En 2003, je partais déjà aux États-Unis pour faire des compétitions, etc. Donc voilà, ça existe depuis un petit moment quand même. Alors justement, on va voir aujourd'hui un peu le format que ça prend, en tout cas la dimension que ça peut prendre, donc avec un événement. Donc aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Donc là, je remercie Ubisoft notamment de nous avoir envoyé les images qui sont derrière nous, que nous, on va découvrir sur notre écran devant nous. Donc ces images de Trackmania Cup à Bercy, organisées par Zerator et ZQSD Productions. Les qualifications donc, ont eu lieu les 14 et 15 mai 2022 et la finale a eu lieu le 4 juin 2022. Alors jusqu'à combien de personnes est-ce qu'on peut rassembler comme ça dans de tels événements? Alors cet événement-là, c'est un événement qui a été parfois qui a été un peu retardé à cause du Covid, parce que c'est vrai qu'il y a eu une problématique pour la sortie de cet événement-là. Mais là, c'est vrai que voilà, vous voyez un Bercy rempli. Alors en France, c'est quand même assez exceptionnel, mais cette année-là, il y a eu un autre événement qui a rempli un Bercy. Donc c'est rare, mais ça arrive. Donc on a des événements comme ça. Après, si on regarde un petit peu en Asie,
ou en Amérique, mais surtout en Asie, c'est même des stades entiers qui sont remplis. Donc il y a certaines compétitions qui peuvent attirer 30 à 40 000 spectateurs sur un lieu. C'est vrai qu'en France c'est un peu plus rare, mais c'est vrai que Bercy, et entre autres Zerator avec la Trackmania Cup, a permis de vraiment rendre ça extrêmement grand public. Alors combien de temps ça dure globalement? Ça peut durer combien de temps? Parce que j'imagine que ça varie. Alors si on prend cet événement-là, ici on est sur une phase finale. Ça veut dire qu'au début il y a beaucoup de joueurs qui participent à des qualifications. Et en fait, les joueurs s'éliminent au fur et à mesure. On prend l'exemple d'un Roland-Garros où on a beaucoup de joueurs au départ et puis sur la phase finale, il en reste de moins en moins. Et donc là, on est vraiment sur une phase finale où il reste les meilleurs qui sont issus de grandes qualifications. Donc si on regarde le processus au sens large, c'est vrai qu'entre le moment où on fait son premier match de qualification et le moment où on participe à la finale de Bercy, il peut se placer plusieurs mois. Après, la compétition en elle-même, en règle générale, l'idée c'est que ce soit un show, et que les gens quand ils viennent, ils puissent être, on va dire, en effervescence pendant un petit moment. Donc l'idée c'est pas que ce soit trop long. Donc c'est vrai que les shows à Bercy ou autres, je ne me rappelle pas exactement de la durée de celui-ci, mais on est quand même plutôt sur du 2-3 heures, donc sur un format qui est relativement comme le sport. Mais je précise quand même que les joueurs qui sont arrivés, ils ont fait beaucoup de qualifications avant. Donc pour certains, c'est vraiment des semaines et des semaines de compétition pour arriver jusque-là. Et alors en préparant l'émission, je me disais, mais où en est la mixité par rapport à l'e-sport aujourd'hui? Alors la mixité par rapport à l'e-sport, tous les tournois sont mixtes. C'est-à-dire que même s'il y a certaines compétitions où on voit que des garçons, c'est mixte. Par contre, pour essayer de promouvoir la mixité et de pousser certaines jeunes filles à participer aux compétitions, c'est vrai qu'il y a certaines compétitions qui sont exclusivement féminines. Alors c'est de la discrimination positive, donc il y a du pour, il y a du contre, c'est comme dans tous les secteurs. D'un côté, ça permet à certaines jeunes filles de passer le pas de la compétition et de se dire voilà, on est entre jeunes filles, c'est plus simple et ça va permettre d'ériger certains modèles pour des joueuses qui se disent si elles y arrivent, pourquoi pas moi. D'un autre côté, ça peut renforcer un côté où il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre, et c'est dommage parce que justement le jeu vidéo permet de les rassembler. Donc c'est pour ça que voilà, il y a le bon et le mauvais côté de ces choses-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment affirmer, c'est que toutes les compétitions sont mixtes et donc toutes les filles sont évidemment les mêmes. Et puis alors il faut une certaine dextérité, ça s'adresse vraiment beaucoup à des jeunes, parce que finalement on a aussi ce côté où il faut être vraiment très tendu, au taquet, en fait, ça va très vite. l'e-sport développe de nombreuses compétences. Alors il y a des compétences physiques, la dextérité, l'acuité visuelle, évidemment. Il y a aussi des compétences cognitives, l'anticipation, le fait de faire ce qu'on appelle du multitask, donc plusieurs tâches en même temps. Et puis ça développe aussi de nombreuses compétences sociales, parce qu'il y a beaucoup de jeux, alors pas le cas de Terminal, mais il y a beaucoup de jeux où on joue en équipe. Donc il faut savoir suivre des directives, en donner, donc tout l'aspect communication, l'aspect leadership. Donc on s'est rendu compte que l'e-sport demandait des qualités et que justement travailler des compétences. Et aujourd'hui d'ailleurs on travaille avec l'éducation nationale sur cet aspect de comment faire développer certaines compétences pour les jeunes à travers l'e-sport. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu athlète, c'est-à-dire que des joueurs ou des joueuses qui s'entraînent pour participer à des tournois arrivent à une vitesse d'exécution, à un côté réflexe qui fait que tout le monde ne peut pas arriver à faire ça. Après sur la partie âge, pendant longtemps on se disait vraiment c'est pour les jeunes, à partir de 24-25 ans, les réflexes ils s'émoussent, etc. Mais plus l'e-sport se développe, plus on se rend compte qu'en fait la tranche d'âge de joueurs professionnels s'élargit. Je prends l'exemple de Counter-Strike, qui est un des jeux les plus exigeants dans les jeux qui existent e-sport. On a des équipes où il n'y a que des trentenaires. Et c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, beaucoup de gens disaient oui, après 25-26 ans, on est moins rapide, etc. Et pourtant, on a des trentenaires qui font d'énormes performances. Donc je pense que c'est exactement comme le tennis. Pendant longtemps, on disait c'est pour les jeunes, et puis on a eu Nadal, Federer, qui tous les ans repoussent leurs limites physiques, repoussent un peu l'âge à laquelle on s'imagine voir des champions faire ce type de résultats-là. Donc voilà, je pense que l'e-sport, c'est un petit peu la même chose. Si on perd un peu de réflexe, en même temps on gagne en connaissance du jeu, en maturité, en perception, en anticipation. Donc je dirais qu'aujourd'hui une carrière, certains vont l'arrêter vers 26-27 ans, mais d'autres peuvent aller jusqu'à 30 ans, voire certains joueurs 31-32. Et je pense que plus l'e-sport va évoluer, plus on va voir cette tranche d'âge aussi évoluer. Oui, alors on va reparler un petit peu du côté athlète justement. Mais que permet le e-sport? Est-ce qu'il y a justement cette espèce d'appartenance à un groupe? Qu'est-ce que ça permet de développer éventuellement? Alors l'e-sport, ça développe déjà, comme je disais, de nombreuses compétences, comme la musique. Aujourd'hui, si vous voyez un pianiste s'entraîner, vous allez voir au fur et à mesure, ses doigts, ils vont un peu s'affiner, il va être de plus en plus rapide. Là, c'est un petit peu la même chose avec le clavier. Donc déjà, comme je disais, des compétences physiques, des compétences psychosociales, mais ça a aussi
ça permet aussi pour certains jeunes d'avoir une activité commune avec d'autres jeunes. C'est vrai qu'il y a toujours cette image que le jeu vidéo, ça isole, alors que l'e-sport, pas du tout, parce que l'e-sport, ça se joue avec d'autres personnes, ou soit contre, soit avec, puisqu'il y a tout l'aspect d'équipe. Donc c'est vrai que ça peut donner un sentiment d'appartenance à une communauté de personnes qui partagent les mêmes goûts, la même passion, de la même manière que le tennis. Si vous prenez des jeunes qui apprennent à faire le tennis, ils vont avoir un langage commun, ils vont avoir des codes, des références, ils vont s'intéresser aux mêmes tournois. Dans l'e-sport, c'est exactement la même chose. Donc il y a comme ça aujourd'hui chez un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, comme je dis, il y a beaucoup de compétitions où il y a des 25 ans, 30 ans qui travaillent depuis longtemps, etc., mais qui arrivent à associer les deux. Il y a évidemment une culture commune qui est globalement la culture du jeu vidéo et plus en détail la culture de l'e-sport. Alors vous avez vous avez en tout cas créé cette société Armateam. Aujourd'hui, pourquoi avoir créé ce club finalement, puisqu'il y a aussi une équipe Armateam, pourquoi ? Alors moi j'ai commencé l'e-sport il y a très très longtemps, à une époque où ce n'était pas du tout professionnel, on était vraiment semi-professionnel. Donc la différence c'est qu'en fait nos partenaires ne nous permettaient pas d'en vivre, mais nous permettaient de payer nos voyages, nos hôtels, etc. quand on participait à des compétitions. Donc ça j'ai vécu ça pendant un certain nombre d'années et c'est vrai que quand j'ai fondé Armateam en 2017, j'avais envie de retrouver cet état d'esprit, d'avoir des joueurs qui participent à des compétitions en France, en Europe, un petit peu partout. Donc on a fait ça quelques années, puis c'est vrai qu'il y a eu le Covid, et même le modèle économique des clubs est assez compliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le sport, un club il touche des droits sur le ticketing, donc la vente de billets dans son arène, donc terrain de tennis, terrain de basket, stade, etc. En e-sport ça n'existe pas encore en tout cas. Et puis il y a tout le côté aussi droit télé, etc., qui n'existe pas dans l'e-sport. Donc le modèle économique du club e-sportif est très compliqué. Donc c'était compliqué en tant que société de continuer sur cet aspect-là. Donc c'est pour ça que nous, on s'est mis vraiment à faire de l'organisation d'événements. Et puis on en a fait 1, 2, 10, 20, etc. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des collectivités qui se rendent compte que dans leur offre culturelle ou numérique, en fait, il manque l'e-sport, et que si aujourd'hui on compare l'e-sport au sport, en termes de nombre de licenciés, on serait la 3e fédération, après le football, le judo, et donc il y a l'e-sport. Et beaucoup de villes ont des événements sportifs, des événements sur le football, mais l'e-sport pas forcément. Et c'est vrai que nous, on comble un peu ce manque-là. Et donc on organise des compétitions, par exemple avec la ville de Versailles, Conflans-Sainte-Honorine, la Île-et-Rose, etc. Et aujourd'hui, elles en sont très contentes parce que ça leur permet d'avoir une fois par an un moment où d'un côté, il y a des jeunes qui participent à des compétitions et des familles qui viennent découvrir un petit peu le numérique et l'e-sport. On va en reparler justement un petit peu plus tard dans l'émission. Vous avez aussi une web TV qui diffuse quasiment 7 jours sur 7. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous retransmettez finalement les tournois ? Oui, alors l'idée des web TV, elle date pas d'hier. Vers 2010, moi j'avais une équipe de joueurs professionnels, j'étais chez Millennium à l'époque, c'était la structure numéro 1 e-sportive. Et c'est vrai que je me disais, la problématique des joueurs, c'est qu'ils s'entraînent beaucoup pour participer à un tournoi. Et si le tournoi, ça se passe bien, ils vont gagner la dotation. Et si ça se passe mal, ils auront un peu tout perdu, parce qu'ils auront passé beaucoup de temps à s'entraîner. Et le jour J, s'ils perdent, en fait, ils n'auront pas de visibilité. Et donc, comme c'était un peu l'émergence un petit peu du streaming, on a commencé à créer une chaîne de télé pour que nos joueurs, leur entraînement soit visible. Et là, ça a donné quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui suivaient les joueurs pour comprendre leur stratégie, leur tactique, etc. Et qui, le jour du tournoi, continuaient de suivre les joueurs, puisque depuis des semaines et des semaines, ils avaient participé à leur entraînement. Donc ça a créé vraiment un gros lien d'engagement entre d'un côté la communauté de personnes qui voulaient progresser, donc suivaient les entraînements des joueurs et les joueurs. Et ce qui fait que quand un joueur perdait, ce n'était pas si grave, puisque quelque part, pendant des semaines et des semaines, il avait eu un lien vraiment unique avec la communauté. Donc ça a été la création des Web TV à cette époque-là, donc c'est vraiment Millennium qui les a mis en place. Et donc au fur et à mesure, on a décliné ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les entraînements sur Internet, on a commencé à nous organiser des compétitions, on a commencé à aussi essayer de demander aux autres tournois si on pouvait les streamer. Et donc de fil en aiguille, en effet, on s'est retrouvé avec du contenu qui peuvent être de l'entraînement, du divertissement, avec des parties entre joueurs, mais plus en mode pour le fun. Et puis évidemment des compétitions et des tournois extrêmement sérieux avec parfois des milliers d'euros à la clé. Alors, je le disais en introduction, ce sont des e-sportifs, mais à la base, qui peut jouer ? Un amateur, un semi-professionnel, un professionnel ? Alors, moi, je prends une définition qui est celle qu'on utilise dans les autres domaines que l'e-sportif. C'est qu'un e-sportif professionnel, c'est quelqu'un qui en vit, dont c'est l'activité principale. Pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne moins qu'un SMIC à la fin du mois avec l'e-sport, on ne peut pas considérer qu'il est professionnel puisqu'il ne peut pas en vivre. Alors pourquoi activité principale ? C'est qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui sont extrêmement doués et qui peuvent gagner des grosses sommes,
mais ils ne sont pas vraiment professionnels puisqu'ils sont étudiants à côté. Donc c'est pour ça que les deux termes sont importants. Alors pourquoi je précise? Parce que pendant des années, quand on parlait d'un joueur pro, en fait, ce n'était pas qu'il était professionnel, qu'il en vivait, ça voulait dire qu'il était très bon. Donc le terme a été un peu galvaudé. Et c'est vrai que quand plusieurs années plus tard, on a parlé de joueur pro, c'était est-ce que ça veut dire que c'est un très bon joueur ou ça veut dire qu'il en vit? Moi, aujourd'hui, ma définition, c'est qu'il en vit et c'est pour ça qu'il est professionnel. Après, tout ce qui est semi-professionnel, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément moins bons, c'est ceux pour qui c'est une activité à côté. Alors, soit parce qu'ils sont étudiants, soit parce qu'ils ont un autre travail, mais qui peuvent avoir un très bon niveau et participer à des tournois aux États-Unis, en Asie, etc., par leur niveau de jeu. Mais leur but, c'est pas d'en faire un métier, parce qu'ils ont déjà un métier à côté, mais de la même manière qu'un certain nombre de sportifs ne sont pas forcément des professionnels du sport, même s'ils peuvent être bons. Et puis après, il y a évidemment les amateurs, c'est toutes ces personnes qui s'intéressent au jeu et qui, l'espace d'un week-end, l'espace d'une semaine, veulent participer au tournoi, déjà pour mesurer leur niveau, essayer de quantifier un peu leur entraînement, s'ils ont bien réussi, s'ils ont progressé ou pas. Et puis parfois, si ça se passe bien, ça peut leur permettre de rencontrer des très bons joueurs et d'essayer de, l'espace d'une partie, de faire jeu égal avec eux. Oui. Alors justement, comment est-ce que c'est encadré tout ça? Parce que finalement, ça pourrait très bien partir en live très très vite. Est-ce que justement France e-sport, dont vous faites partie, qui encadre justement cette activité un petit peu mieux, est-ce qu'il y a une réglementation quelque part? Est-ce qu'on s'appuie sur quelque chose quand on crée un événement de ce type? Alors, il y a beaucoup d'aspects dans la question. Donc, il y a toute la partie, en effet, club. Là, à partir du moment où on a des joueurs professionnels, il y a le droit du travail, comme tout travail en France. Alors, évidemment, il y a quelques aménagements via le code du sport, puisqu'il y a eu un contrat de joueurs sportifs qui est un peu calqué sur celui du sport, mais ça reste le droit du travail, tout simplement, avec la réglementation qui va avec. Après, pour l'organisation de compétition, forcément, il y a eu quelques réglementations qui ont été ajoutées depuis 2016 par rapport à certaines choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Et l'objectif, en effet, de France e-sport, c'est essayer un petit peu de pousser ou même d'informer tout simplement ou de sensibiliser les organisateurs d'événements sur les bonnes pratiques. Donc on a de la chance depuis quelques années parce qu'on n'a plus eu trop de problèmes. Mais c'est vrai que par le passé, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, il y a eu certains événements qui, malheureusement, n'ont pas payé les gens ou n'ont pas payé certains prestataires. Donc ça a donné une mauvaise image. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille tous collectivement. Et puis malheureusement, il n'y a pas que l'e-sport auquel ça arrive. Ça arrive aussi au théâtre ou dans certaines autres activités. Mais voilà, le rôle de France e-sport, c'est surtout de réunir plutôt les acteurs pour voir quels sont leurs problèmes, quelles sont les problématiques, et puis essayer de faire l'interface avec les pouvoirs publics. Alors vous parliez rémunération, justement. Comment sont rémunérés ces e-sportifs ? Les e-sportifs professionnels, ils ont un salaire, globalement, comme toutes les personnes qui travaillent en France. Et puis après, à cela se rajoutent parfois des contrats publicitaires que certains peuvent avoir avec des marques. Alors soit c'est des contrats par équipe, ou soit c'est des contrats personnels. C'est très très proche du sport. On peut imaginer un sportif footballeur, il peut avoir son équipe qui a des sponsors, puis lui il peut avoir un sponsor avec Adidas, Nike ou autre. Et puis après, il y a évidemment les gains. C'est-à-dire que les joueurs participent à des tournois, les tournois génèrent des revenus. Alors si c'est un tournoi individuel, c'est pour le joueur. Si c'est un tournoi collectif, c'est réparti entre les membres des équipes. Et c'est un peu ça qui fait la rémunération d'un joueur. Et puis après, le joueur professionnel peut, en dehors de son temps d'entraînement et de compétition, faire du streaming. Donc certains sont devenus un peu des stars sur Internet. Donc ils vont faire des vidéos sur Twitch ou des vidéos sur YouTube. Et ça peut être aussi une source de revenus. Et j'ai entendu aussi parler de cash prize. Est-ce que c'est donc c'est ça, c'est en fait cash prize, c'est les gains de tournoi. C'est ça. Donc au-delà d'un salaire, on peut avoir pendant très longtemps, il y avait une loi en France qui empêchait de donner de l'argent. C'est-à-dire que si une compétition avait un sacrifice financier, ça veut dire qu'on paye son ticket d'inscription à une LAN, une espérance de gain, parce qu'on n'est pas forcément sûr de gagner, et donc un gain à la fin, ça pouvait être assimilé à un jeu d'argent. C'est pour ça qu'il y a très longtemps, dans l'e-sport, on gagnait des cartes graphiques, des ordinateurs, mais on ne gagnait pas de cash prize. Et puis au fur et à mesure, la législation elle a un petit peu changé, et donc c'est vrai que la majorité des compétitions aujourd'hui, professionnelles, mais même semi-professionnelles, donnent ce qu'on appelle un cash prize, c'est-à-dire que c'est une dotation numérique, alors numéraire, donc ça peut être, je sais pas, certains tournois ça va être 100 €, 200 €, et puis il y a par exemple le plus gros tournoi, ça se compte en millions de dollars. Oui. Alors c'est vrai que ça s'est développé comme un phénomène de société réellement, mais aujourd'hui on parle un peu plus de marché, parce que finalement il y a beaucoup de grosses structures qui se mettent derrière tout ça. C'est pas un problème ça ?
Alors le fait que ça ça devienne un marché, c'est parce qu'aujourd'hui, l'audience de l'e-sport augmente beaucoup. Mhm. Et donc de la même manière que le football, il y a d'un côté le football amateur, Oui. qui sont les millions de jeunes qui vont faire des matchs de foot le week-end en poussin ou minime. Et puis on a le foot avec Mbappé, Neymar, où là on parle de centaines de millions d'euros. Donc évidemment, il y a dans le sport et dans beaucoup d'activités culturelles ou en tout cas médiatisées, une grosse divergence entre d'un côté les enjeux financiers de quelques structures et puis de l'autre côté la pratique. Nous, ce qui va nous intéresser, que ce soit chez Armatim ou chez Francisport, c'est justement d'arriver à concilier ces deux univers avec d'un côté des entreprises qui voient qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de fans, donc ça va être en termes d'audience, en termes de merchandising, avec des maillots, etc. Et puis d'un autre côté, l'activité de tout jeune qui veut faire sa petite compétition le week-end. Donc évidemment, oui, il y a un marché aujourd'hui qui se crée, mais de la même manière que dans le sport. Sur le coup, il n'y a pas une très grosse différence d'appréciation en tout cas. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a également un vrai, enfin j'ai vu qu'il y avait un vrai lexique qui était propre à l'e-sport. Donc on parle de LAN, on parle de pas mal de choses, et tous ces anglicismes comme ça. Donc il y a un vrai lexique qui s'est créé par rapport à ce sport. Alors il y a un jargon qui est assez sur le numérique et la technologie, on va dire. Donc c'est vrai que l'e-sport s'est développé un petit peu en même temps qu'Internet. Donc c'est vrai que la pratique numérique, que ce soit pour l'e-sport ou pour autre chose, a son propre jargon. Vous allez voir un informaticien, même s'il ne fait pas du tout du jeu vidéo, il va utiliser un jargon. Vous allez voir un sportif. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté un match de football américain ou de baseball, vous ne comprendrez pas forcément tout. C'est voilà, dans beaucoup d'activités, quand on commence à se spécialiser, il y a un jargon spécifique qui apparaît. Donc dans celui de l'e-sport, comme dans beaucoup d'activités assez récentes, évidemment il y a beaucoup d'anglicisme, parce qu'il y a une grosse partie de la compétition aujourd'hui qui vient soit des États-Unis, soit tout simplement en Europe et qui est faite en anglais. Mais voilà, je pense que dans la majorité des activités aujourd'hui, j'étais il n'y a pas très longtemps avec des personnes qui faisaient du skateboard. Je comprenais vraiment pas tout à ce qu'ils racontaient, de la même manière que si un jour ils viennent à une LAN e-sportive, je pense qu'ils ne comprendront pas tout. Après, l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui vulgarisent, qui démocratisent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de pousser cette pratique amateur pour permettre à toute personne de se rendre compte de ce qu'est l'e-sport, de s'y intéresser, et puis après, pourquoi pas de pratiquer et de jouer. Alors pour ceux qui ne savent pas, alors effectivement, donc la LAN, c'est un peu ce rassemblement sur plusieurs sites comme ça Alors LAN, de ça veut dire compétition. Local Area Network, on est sur un acronyme, donc c'est vraiment le fait de faire un réseau. Ouais. Alors c'est utilisé principalement dans le jeu vidéo, mais on peut imaginer un réseau d'autres choses, et donc c'est le fait d'amener son ordinateur et de jouer avec d'autres personnes dans la même pièce. Ce qu'on oppose à l'online, c'est-à-dire on est chez soi et on joue sur Internet. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les e-sportifs, ils aiment s'entraîner chez eux, mais ils aiment beaucoup se rencontrer. Ça sociabilise beaucoup, puisqu'on joue avec des personnes sur Internet, donc on a envie de les voir en vrai, on a envie de s'affronter, surtout qu'en règle générale, en LAN, on a de meilleures conditions, puis surtout, tout le monde a les mêmes conditions. Donc c'est vrai qu'il y a cette envie de se déplacer. Vous êtes vraiment passionné au point d'en avoir écrit un ouvrage. Exactement. Donc vous avez écrit le guide du e-sport. Oui. Pourquoi justement cet ouvrage? Et c'est le premier du genre en plus. Oui, c'est le premier ouvrage sur l'e-sport. En fait, c'est parce que je réponds beaucoup à des médias, des sollicitations, de personnes qui étaient assez curieuses du phénomène et qui, souvent, par manque de temps, restaient assez en surface. C'est-à-dire qu'il y avait soit un fait divers ou soit une compétition un peu particulière. Ils venaient faire un petit reportage d'une journée ou deux, et puis après, ils se rendaient compte que finalement, en creusant un peu, c'était un environnement très très riche et qui avait beaucoup de ramifications parce que c'est un secteur qui n'existait pas avant. Donc il y a tout cet avantage de côté pionnier. Il y a des choses qui vont se passer dans certains pays, pas dans d'autres. Enfin, c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant. Et donc je me suis rendu compte que ce soit au niveau des médias et aussi des parents, parce que moi j'avais beaucoup de jeunes dans mes équipes, j'ai eu jusqu'à 80 jeunes dans mes équipes, et c'est vrai que j'avais beaucoup de parents qui me posaient un peu des questions, souvent les mêmes, j'y répondais, je les accompagnais, j'expliquais parfois pour certains élèves à leurs professeurs pourquoi ils partaient pendant 3 jours aux États-Unis, pourquoi parfois ils pouvaient évidemment être fatigués parce qu'ils revenaient d'une compétition, etc. Et c'est vrai que je me suis dit voilà, aujourd'hui, ça manque de documentation, en tout cas en français. Et donc, cette idée d'écrire un guide de l'e-sport, ce n'était pas tant pour les joueurs et les jeunes eux-mêmes qui connaissent souvent assez bien la discipline, c'est plutôt pour les parents, les médias, pour ceux qui s'y intéressent, pour que si vraiment le sujet leur donne envie, eh ben, ils puissent, un peu comme un que sais-je, passer 1 heure et demie et vraiment s'intéresser au phénomène et puis
comme je dis, c'est plus un phénomène sociétal aujourd'hui, Mhm. puisque le nombre de joueurs est en constante augmentation et surtout le type de joueur est de plus en plus différent. Oui, puis on le voit en plus notamment, aujourd'hui c'est passé tellement, c'est tellement important qu'on arrive même à le voir, on l'a vu donc en ouverture des JO en Russie, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un événement qui va être récurrent comme ça? Alors, le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle en France. Ça a dépassé la musique, le cinéma, etc. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de faire des sujets ou de montrer la puissance du jeu vidéo, parce que c'est souvent une activité, les personnes sont chez elles, dans leur salon, dans leur chambre, etc. Moi, j'ai tendance à dire que l'e-sport, c'est la vitrine du jeu vidéo. Donc quand le jeu vidéo se développe et fonctionne bien, on prend l'exemple du Covid, hein, où pendant longtemps, il y a de nombreuses activités qui sont complètement été mises à l'arrêt, alors que le jeu vidéo s'est jamais aussi bien porté. Et ben, c'est vrai que l'e-sport a bénéficié comme ça de cette image du jeu vidéo. Et c'est vrai que, je prends l'exemple d'une compétition, quand on voit des milliers de supporters et des centaines de compétiteurs s'affronter, et ben, que c'est au niveau médiatique, que ce soit même pour les gens qui habitent à côté, les voisins, les familles, etc. Il y a un côté assez impressionnant. Mais ce phénomène, en effet, il grossit d'année en année, simplement parce que le nombre de joueurs devient de plus important. Et puis le nombre de spectateurs aussi, parce que une des problématiques de l'e-sport par rapport au sport, c'est que souvent, quelqu'un qui ne joue pas à un jeu, il ne va pas regarder le jeu. Aujourd'hui, il y a des millions de spectateurs qui vont regarder le tennis alors qu'ils n'ont jamais touché une raquette de leur vie. Dans l'e-sport, ça n'arrive pas. Parce que si on n'a pas joué au jeu, on ne comprend pas forcément toutes les subtilités. La beauté d'une belle action e-sport nécessite souvent de l'avoir pratiquée. Là où au tennis, on voit un très beau smash, on n'a jamais fait de smash, mais on trouve ça beau. Donc c'est pour ça que le fait qu'il y ait de plus en plus maintenant de personnes qui ont 30 ans, 35 ans et qui ont déjà joué à des jeux e-sport, ce sont des personnes qui, même s'ils sont à un instant de leur vie où ils vont moins jouer, ils vont aller regarder, ils vont aller participer à des compétitions, voilà, etc. Donc c'est pour ça que ça fait qu'augmenter. Et donc oui, on peut imaginer que dans quelques années, il y aura régulièrement des événements comme on a vu là, qui vont remplir des Bercy, des Zéniths. Ça commence déjà. Et puis il y a une belle émulation quand même aussi. Bien sûr. Il y a vraiment une ambiance, hein, on l'a vu Une sur les très World bonne Cup. ambiance, Il y a bien sûr. beaucoup. Ça a beaucoup emprunté dans l'école du sport, donc il y a des drapeaux, des fanions, des chants de supporters, des clubs de supporters. Il y a beaucoup de choses du sport qui ont été prises. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce type d'événement-là et qu'on s'attend à avoir des personnes sur des ordinateurs de manière studieuse, on peut être parfois un peu surpris. Alors, comment ils s'entraînent? On parlait tout à l'heure d'e-sportifs, donc d'athlètes, hein, on parle vraiment de sportifs de haut niveau. Bien sûr. Comment on s'entraîne? Ça dépend des jeux, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des clubs de haut niveau, déjà, il y a une préparation physique, puisqu'on se rend compte que faire du sport dans l'e-sport, c'est important, que ce soit en termes de concentration, en termes d'effort, etc. Donc c'est vrai que maintenant, dans la plupart de ce qu'on appelle les gaming houses, donc les gaming houses, c'est les centres, on va dire, d'entraînement des équipes. Il y a toute une phase avec, comme une salle de sport, hein, où les jeunes ils vont s'entraîner, parfois faire de la muscu, etc. Donc il y a un temps dédié au sport qui dépend de chacun, mais qui va être de 2-3 heures par jour, souvent quand on a très haut niveau. Après, il va y avoir des phases où les joueurs vont ensemble regarder ce qu'on appelle des replays, donc ils vont regarder des parties, soit qu'ils ont fait eux-mêmes, soit au contraire leurs adversaires, où ils vont essayer de trouver des tactiques, des stratégies, comment optimiser leur jeu. Ça, on peut comparer ça un peu aux échecs. Quand on regarde une partie d'échecs, on a des grilles de coups, des ouvertures. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très tactique, très stratégique. Et puis après, il y a s'entraîner à l'exécution. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des jeux qui demandent d'avoir une exécution beaucoup plus rapide. Après, dans les jeux par équipe, on peut être très bon, mais si on n'arrive pas à sociabiliser, à communiquer avec les autres, ça ne se passera pas bien. Donc il y a aussi souvent des discussions au travers de l'équipe, parce que comme dans tous les sports, il peut y avoir des hauts, des bas, on fait des défaites. C'est la faute de qui? De tout le monde ou d'une personne en particulier. Donc voilà, c'est une vie de groupe avec des entraînements et physiques. Il y a des entraîneurs, et psychologiques. il y a des coachs, enfin, il y a des gens coachs, qui suivent les jeunes voilà. qui montent comme ça. On sent la détermination de quelqu'un et on se dit celui-là il va aller loin. On se dit ça de la même manière qu'un sportif de haut niveau. Il y a toute une phase de détection. C'est-à-dire qu'entre deux joueurs qui ont à peu près le même niveau, évidemment, il va y avoir d'autres capacités qui vont être évaluées. Ça peut être la détermination, la concentration. Il y a des joueurs qui sont très très bons, mais dès qu'ils sont mis sur une scène avec des projecteurs et du public, ils perdent tous leurs moyens. Voilà, il y a différents profils de joueurs. Et puis après, c'est à l'équipe de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour que le jour J, ils font un match. Il faut que le match soit le meilleur possible. Donc ça passe par un coach, il peut y avoir des préparateurs physiques, alors même dans certaines équipes, il peut y avoir un nutritionniste. Ben voilà, on est sur quelque chose qui est assez proche du sport. La différence peut-être, c'est qu'il y a des métiers qui n'existent pas dans le sport. Par exemple, data analyst.
Oui. Ça va être quelqu'un qui va analyser toutes les données de l'équipe, des équipes qu'ils vont rencontrer et qui, à la fin de chaque journée, va faire un petit rapport en disant voilà, contre telle équipe, il vaut mieux jouer ça, parce que nous, on a vu que sur 75% de leurs parties, ils jouaient plutôt ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très stratégique et d'analyse et le joueur ne peut pas forcément tout faire. Donc il est accompagné d'un groupe et c'est ce qui va faire la force du club. Donc vous êtes un ancien joueur, enfin vous jouez encore Alors je joue encore, mais pas du tout au même niveau que. Mhm. Mais il y a pas mal de temps maintenant, je faisais partie des meilleurs joueurs sur Warcraft 3, donc j'ai participé à beaucoup de compétitions en France et à l'étranger. Oui. Oui, donc maintenant vous êtes passé de l'autre côté, on va dire. Voilà, je suis beaucoup plus dans la direction et dans l'organisation d'événements. Mais ça bien. ne m'empêche pas de continuer de jouer et de continuer d'apprécier le beau jeu. Alors justement, donc vous avez développé à travers votre société Armateam des activités e-sport et donc pour les jeunes. Alors pourquoi ces projets? Donc là, on va le voir justement sur une vidéo. Vous êtes en partenariat avec Seine-et-Yvelines Numérique Oui. et vous travaillez donc avec des collèges. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de développer cette activité? Alors, vous parliez de la mixité tout à l'heure, et ça a été vraiment aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi. Il y a beaucoup d'actions pour développer et féminiser, on va dire, l'e-sport, mais on se rend compte qu'on rencontre toujours un peu les mêmes problématiques. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de filles qui jouent aux jeux vidéo, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes qui jouent aux jeux vidéo, mais dès qu'on est dans la pratique compétitive, dès qu'il y a un enjeu, là, les statistiques deviennent terribles. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur du 85-15, voire du 90-10. Et donc, on s'est dit, est-ce que en commençant à parler d'e-sport dès le collège, donc à donner confiance aux jeunes filles en disant c'est aussi pour vous, est-ce qu'on ne pourra pas améliorer la féminisation? Donc c'est vraiment un de nos gros axes, c'est de permettre aux jeunes filles de jouer dans de très bonnes conditions, en dehors des clichés où il peut y avoir quelques remarques sexistes à gauche, à droite. Donc c'est vraiment lutter contre ça. Et surtout qu'on a plutôt tendance à croire qu'une jeune fille qui participe à des compétitions e-sport, c'est une jeune fille qui sera beaucoup plus familière avec le numérique et qui, pourquoi pas, va peut-être faire aussi des études dans le numérique. Parce que si on regarde les chiffres de l'e-sport, c'est un peu les mêmes qu'en école d'ingénieur. Si on regarde en école d'ingénieur ou de programmation ou d'admin réseau, on est aussi sur du 85-15 ou du 90-10. Donc nous, l'idée, c'est de se dire que ça peut permettre de le faire. Et puis après, l'autre raison aussi, comme j'expliquais, moi, ça fait 25 ans que je fais de l'e-sport et pendant très longtemps, on a opposé le jeu vidéo et l'e-sport avec tout ce qui est pédagogie, éducation nationale, etc. Et c'est vrai que quand j'étais jeune au collège, alors il y avait du jeu vidéo, mais il n'y avait pas d'e-sport à l'époque. Mais par exemple, j'étais président du club d'échecs et je trouvais ça très intéressant que des élèves très bons ou même très mauvais à l'école participent au club d'échecs parce que ça sociabilisait et puis ça donnait ce côté anticipation. Ça veut dire que je fais un coup d'échec, je réfléchis à que va faire mon adversaire, donc moi je dois réfléchir à ce qu'il va faire, etc., etc. Et ça, je trouve qu'on retrouve ça totalement dans l'e-sport. Et donc je trouvais très intéressant qu'aujourd'hui on accompagne des établissements sur comment utiliser l'e-sport pour développer des compétences et aussi casser tous ces clichés qui pourraient faire croire que le jeu vidéo est pour les élèves un moyen on va dire, de s'échapper des devoirs ou autres, alors qu'on a de très bons élèves. C'est vraiment, il y a de tout. En fait, dans les classes e-sport. Après, c'est aussi bien de l'encadrer, justement, pour éviter un peu les dérives, pour que ce soit bien, une manière de bien poser les choses aussi. Nous, on se sert de ces ateliers aussi pour enseigner les bonnes pratiques. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, si vous regardez la boxe, par exemple, s'il n'y a aucun encadrement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des jeunes qui vont faire de la boxe dans des parkings, dans des terrains vagues, etc. Il va y avoir des accidents et tout le monde va dire la boxe, c'est pas bien. Alors qu'on sait que la boxe, avec une salle de boxe, avec un coach, avec un encadrement, c'est quelque chose qui peut développer des facultés chez les gens. Et l'e-sport, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'e-sport, si on fait rien, c'est un jeune qui, dans sa chambre, qui va développer des pratiques un peu à sa manière, parfois en opposition avec ses parents qui ne comprennent pas vraiment le secteur et ça devient même un objet de discorde. Et donc, ça peut créer en effet des problématiques qu'on ne nie pas, hein, elles existent. Alors qu'à partir du moment où, dans le cadre, par exemple, d'un collège, il y a des cours encadrés où on va parler des bonnes pratiques, on va aussi parler des mauvaises pratiques, comment les reconnaître, comment les combattre. Pour eux, l'école et le jeu vidéo, comme c'est séparé, ils apprécient l'effort de la part de l'école de venir dans leur univers, de venir dans leur quotidien. Et les dialogues entre les élèves, les animateurs Armateam
Et les professeurs sont souvent très riches parce que justement, les jeunes n'ont pas l'habitude de parler de ces sujets-là avec leurs professeurs. Vous parliez de collège, donc on est sur du 12 ans, enfin, on peut Oui, commencer c'est à ça, partir on de est quel sur âge à peu près du on va dire 11-14, Voilà, mais 11 on ans, commence c'est déjà à tôt. parler des orientations professionnelles puisque la France est plutôt bien avancée dans le domaine du jeu vidéo. On a des écoles d'art graphique, on a des écoles Et puis de... on est dans le numérique de plus en plus. Bien Donc sûr. aujourd'hui, quel type de métier, par exemple, on pourrait rencontrer vous en avez évoqué un tout à l'heure. Quel type de métier vous pouvez proposer justement à travers ces jeux vidéo? Pas forcément ceux qui aiment les jeux, mais ceux qui seraient peut-être tentés de participer à l'évolution de l'e-sport. Nous, on les sensibilise à différents métiers. Alors ça va du programmeur, aujourd'hui au graphiste, en passant évidemment par tous les métiers liés au management, puisque une équipe, on parlait de coach, mais il y a aussi un manager, il y a aussi pour les événements des chefs de projet, on va avoir tout la côté technique, des cadreurs, des preneurs de son, des administrateurs réseau, parce que la plupart du temps, il y a évidemment Internet qui rentre en compte. Donc il y a beaucoup de métiers aujourd'hui, et l'idée c'est un peu de leur montrer que si le jeu vidéo c'est quelque chose qui les intéresse, si l'e-sport c'est une pratique qu'ils apprécient, pourquoi pas essayer de trouver un métier dedans. Alors évidemment, ils sont encore assez jeunes, et l'idée c'est pas du tout de leur dire de faire ça, mais c'est de leur dire que ça existe, et de leur montrer qu'il y a certaines filières qui permettent d'y arriver. Et l'idée c'est que certains élèves, parfois décrocheurs, ou au contraire des bons élèves mais qui ne savent pas trop quoi faire, ils peuvent venir nous poser des questions sur les différents métiers, nous on les aiguille, puis quelques années plus tard, peut-être qu'ils trouveront les chemins en tout cas de cette orientation-là. Tout à l'heure, vous avez évoqué un petit peu le problème de conflit entre parents-enfants, comme si l'enfant disait à ses parents, par exemple, demain je vais faire professionnel dans l'e-sport. Aujourd'hui, ce serait peut-être impensable pour certains parents. Comment ça se passe justement cette position charnière entre présenter cette nouvelle pratique et les parents? Alors, il y a pas mal de personnes qui comparent l'e-sport un peu au rock'n'roll dans les années 70. Ça veut dire que pour la génération qui participe à l'e-sport, comme celle qui faisait du rock'n'roll, tout le monde sait très bien. Par contre, pour la génération d'avant qui découvre ça un peu sur le tard, ça peut faire un peu peur. Donc c'est vrai qu'il y a une phase d'accompagnement. Donc nous, dans le projet dont vous parlez, en fait, on invite les parents à venir, qui viennent avec leurs angoisses, leurs inquiétudes, ou au contraire leur enthousiasme. On a des parents qui sont très heureux que l'éducation nationale encadre la pratique de leur enfant, donne des bons conseils, et puis on a d'autres parents qui en effet se disent « Ah, il fait du jeu vidéo à l'école, est-ce que c'est normal ?» etc. Donc justement, ça crée des espaces de discussion. Certains parents viennent seuls, certains parents viennent avec leurs enfants, pour qu'il y ait un contrat moral sur le côté « Ok, tu peux jouer, mais il faut que ce soit dans de bonnes conditions. » Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Les parents, il faut qu'ils se sentent soutenus, et puis parfois, ils sont démunis parce qu'ils ne connaissent pas trop le numérique, ils ne connaissent pas trop un peu cet univers-là. Donc nous, l'idée, c'est un peu de leur donner des réponses. Après, voilà, c'est un phénomène qui est assez nouveau, qui devient de plus en plus intergénérationnel, comme j'expliquais. Maintenant, on commence à avoir du 15-25, 15-30. Dans 5-10 ans, la plupart des parents auront déjà joué à des consoles et donc auront un discours et une vision sur le jeu vidéo assez différente. Rien que depuis 5-10 ans, l'émergence des jeux vidéo sur téléphone portable a beaucoup féminisé et a surtout rendu beaucoup de parents plus indulgents par rapport à l'usage du jeu vidéo. Maintenant, nous, on reste convaincus qu'il y a aussi des problèmes qui doivent être gérés. Il y a des abus, des temps d'écran trop importants, ou certains jeunes qui sont vraiment en rupture avec leurs parents. Alors, on ne fait pas de la magie, mais rien que le fait qu'on se retrouve dans une salle des classes avec toute l'ambiance que l'école peut apporter, avec un professeur qui s'intéresse à ces nouvelles technologies, puis qu'on forme, parce qu'on fait aussi des journées de formation avec les professeurs, avec des parents qui viennent avec leurs inquiétudes, avec les élèves qui trouvent que l'e-sport c'est cool, donc sont souvent plus réceptifs parce qu'ils ont envie que cette démarche et que cette évaluation continue. Ça permet d'avoir des discussions et des conversations qui sont intéressantes. Et globalement, les parents sont extrêmement enthousiastes d'avoir ce type d'atelier à l'intérieur de leur établissement. Bon, c'est bien, c'est plutôt positif. En tout cas, on va terminer maintenant cette émission qui est passée très vite avec vous, avec votre actualité aujourd'hui. Donc, on a une petite vidéo qui est votre teaser, qui va donc présenter votre prochain événement les 25 et 26 juin prochains, donc au CDFAS du Val d'Oise, donc un centre départemental de formation et d'animation sportive. Donc, c'est bien cela? Alors, en fait, ça, c'est la vidéo récapitulative de celui de l'année dernière. Donc, c'est 25 et 26 juin 2022. Et donc, le prochain, c'est 24-25 juin 2023. Alors par rapport à celui de cette année, mais que vous pouvez déjà voir, donc c'est un mélange sport et e-sport. Donc les jeunes, ils jouent à FIFA et au foot, ils jouent à basket et NBA 2K, mais donc déjà ça casse complètement le cliché du jeune qui fait pas de sport parce qu'il fait du jeu vidéo. Au contraire, on se rend compte que sur la moyenne nationale, si on prend des e-sportifs, ils font plus de sport
que la moyenne nationale des gens. Donc il faut vraiment cacher ce cliché-là. Au contraire, il y a beaucoup de sportifs qui adorent aussi faire du jeu vidéo. D'ailleurs, si vous regardez quasiment n'importe quel reportage de grands athlètes, tennis, foot et tout, vous les verrez toujours avec une console pas loin. Donc vraiment, il y a un vrai rapport qui est souvent lié à la performance, à l'esprit compétitif qu'on retrouve dans le sport et dans l'e-sport. Et puis aussi, après, il y a des jeux complètement e-sport, comme là, on peut voir Super Smash Bros. Donc c'est un grand rendez-vous. Là, il va y avoir plus de 1000 compétiteurs. Comme j'expliquais, c'est la plus grande LAN d'Île-de-France. Donc, c'est vraiment notre actualité. Après, on organise des événements plus petits, régulièrement. Donc, c'est vrai qu'on a une activité assez riche. Mais c'est aussi surtout dû au fait que de plus en plus de jeunes veulent participer à des compétitions et des tournois. Donc, nous, on est là pour les organiser. Et là, si on veut participer, par exemple? Alors là, si on veut participer, si on veut venir en tant que public, oui. C'est gratuit, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez participer au tournoi, alors il y a un tournoi qui est déjà complètement rempli, c'est Smash Bros. En moins de 70 heures, les 512 places sont parties. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment les meilleurs Européens, les meilleurs Français qui viennent. Et après, il y a d'autres tournois, par exemple celui de foot FIFA, celui de basket NBA, celui de Teamfight Tactics. Il reste encore des places, donc vous pouvez vous inscrire sur le site du CDFAS, donc qui est le centre de formation qu'on voit à l'image, qui est un très beau lieu, parce que d'un côté, il y a des installations sportives vraiment performantes, que ce soit des terrains de foot ou autres. Et puis dans le stade couvert, on l'aménage le temps d'un week-end en arène de l'e-sport, avec des écrans, des tables, des chaises pour permettre à tous les compétiteurs de s'affronter. Voilà. Très bien, donc on a le site qui s'affiche justement pour les gens qui souhaitent éventuellement y participer. Rémi Chanson, merci beaucoup de nous avoir fait passer ces 40 minutes en une fraction de seconde et de nous avoir fait partager votre passion surtout. Donc si vous aussi vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien sachez que les médiathèques vous permettent d'avoir accès à l'ouvrage donc de Rémi Chanson et puis eh bien tout simplement de voir sur votre site un petit peu tout ce qui s'y passe. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission sur l'art et le numérique.